Et avant de commencer, du coup, on a la chance ce soir d'avoir dans la salle, principalement et majoritairement, justement, des dirigeants d'entreprise qui sont directement responsables des stratégies IA de leur groupe. Donc, je vais en profiter pour prendre un petit peu le pouls et poser quelques questions, du coup, à main levée. Qui dans la salle, à main levée, du coup, a déjà déployé une solution d'intelligence artificielle sur l'ensemble de son groupe? Très bien. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui, parmi vous, ont réussi du coup à mesurer des ROI concrets sur des cas d'usage du coup dans l'IA, avec l'IA? Une personne, deux personnes, trois personnes. Ok. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous aviez déjà commencé à adapter vos offres de services en fonction justement de l'IA, que ce soit d'un point de vue tarifaire ou d'un point de vue d'autres aspects? Oui. Là, il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent, très bien. Et enfin, dernière question, et après j'arrête de vous embêter. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui ont déjà plus de 70% de leurs collaborateurs qui utilisent quasiment quotidiennement, non pas simplement des interactions avec des modèles, mais vraiment des agents IA qui soient spécialisés sur leurs données et sur leur métier? Très bien. Bah, félicitations ceux qui sont déjà à ce stade-là. Autant de questions qu'on va avoir du coup l'occasion de creuser et d'aborder aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Clément Sibéras, je suis partenaire chez WizHype. WizHype qui est le premier partenaire et intégrateur de Dust. Et je suis spécialisé du coup dans l'accompagnement des groupes de conseil dans le déploiement IA, dont Argon et Muse évidemment. Et Dust, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas encore? Dust, c'est un AI Operating System. Donc, plus clairement, c'est une plateforme qui permet de créer très simplement du coup des agents IA, de collaborer avec eux en équipe et de les connecter de manière sécurisée à ces données et surtout aux toutes les meilleures technos du marché de manière agnostique. Donc, ce soir, on a l'honneur d'accueillir avec nous Xavier et Guilhem. Donc Xavier qui est managing partner de Muse Lab, qui est la filière du coup data science et IA de Muse Partners, et Guilhem du coup qui est partenaire chez Argon Co et qui est à la tête du coup d'Iris, qui est aussi leur filiale data IA appliquée aux opérations, qui auront l'occasion de se présenter dans quelques secondes. L'objectif de ce soir, ça va être justement de creuser avec eux, de voir comment est-ce qu'ils ont abordé ces sujets-là, avec quelle stratégie, quelle exécution, quel challenge aussi. Et du coup, je vais commencer par leur poser quelques questions que j'ai préparées à leur égard. Et après, ça sera aussi à votre tour. On fera passer un micro et on finira évidemment du coup par un cocktail et pouvoir du coup profiter de la soirée ensemble. Donc sans plus attendre, Xavier puis Guilhem, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous situer un petit peu du coup vos cabinets et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui aussi dans le déploiement de l'IA? Bonjour à tous, donc Xavier Brucker, effectivement je dirige MuseLabs qui est la filiale IA, data, mais aussi on fait beaucoup aussi de physique, de modélisation, de simulation, d'optimisation, de recherche opérationnelle, avec environ, on est maintenant 35 et on a un ADN très scientifique, on est à 2 tiers de docteurs, alors moi je ne suis pas docteur mais c'est la moyenne, mais docteur en maths ou en physique. Donc on a cet esprit assez orienté recherche. Et puis Muse Partners, on est 300, c'est un groupe de 300 personnes qui est spécialisé sur l'industrie, dans toute la chaîne de valeur industrielle, de la R&D jusqu'aux opérations, manufacturing, supply chain, logistique, toute l'organisation d'industrie plutôt à produits complexes. Donc dans la défense, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le luxe, enfin, toutes ces industries qui manipulent des produits complexes. Donc on accompagne toutes ces industries de manière assez large. Voilà, donc on a introduit Dust depuis septembre maintenant, au tout début. Et on considère qu'on a fini notre migration, on a 100% d'intégration et donc ça a été un chemin qu'on pourra discuter, j'imagine, après, mais qui était assez intéressant. Voilà. Et Guilhem Delorme, donc je suis effectivement le partenaire en charge de la marque Iris by Argon Co, qui est l'entité de data IA au sein du cabinet Argon. Cabinet Argon qui est français à la base, on est 250 en France, on a passé la barre des 1100 consultants dans le monde, implantés un peu partout maintenant sur tous les continents. Argon, c'est un cabinet spécialisé dans la transformation des opérations. Au cœur du cabinet, il y a des offres historiques qui sont la logistique, la supply chain, mais qui depuis couvrent un petit peu tous les domaines de l'entreprise. Et le mandat d'Iris, à la base, c'est nous, on est des développeurs de solutions IA et data. Donc, on a des data scientists, des AI engineers dans l'équipe.
Et on a commencé par faire notre solution interne, d'ailleurs, avant de passer sur Dust. Le passage sur Dust s'est fait en 2 temps. On a eu une équipe pilote qui a démarré en octobre dernier avec une 30aine de personnes France. Ensuite, on a basculé toute la France, 250 personnes début février, le 1er février de cette année-là. Et on est en train de roll out au monde entier, du coup, la plateforme. Et là, on a passé la barre des 550 personnes, bureau par bureau. Voilà, on le fait petit à petit. Merci. Et du coup, il y a un point commun très intéressant entre vos 2 structures, c'est que vous avez tous les 2 la capacité aussi en interne de construire des solutions, des plateformes IA aussi. Donc c'est une première question aussi, parce que la question se pose évidemment. Qu'est-ce qui vous a fait choisir du fait pour cet usage interne, du coup, d'utiliser une solution tierce ? Effectivement, je commence du coup ayant ouvert la porte à notre développement interne. Ouais, effectivement, on s'est lancé très tôt, en fait, début 2023. On s'est dit, bon, les LLM, ça a l'air génial, on peut faire plein de trucs avec. Par contre, on sent que les gens vont avoir des adoptions et des vitesses très différentes et très hétérogènes. Et donc, on voulait une plateforme très vite de self-service où les gens peuvent configurer des assistants avec un prompt, avec du knowledge et un choix de LLM, en étant un peu agnostique, branché aux différents providers. Et donc, on a construit notre plateforme, elle s'appelait Edgar pour le petit nom, voilà, il fallait un nom qui parle. Et cette plateforme-là, elle a très bien vécu, elle a permis de franchir une grosse marche. En 2 ans, les utilisateurs qui étaient principalement en France quand même, mais on avait 350, on va dire, weekly active users, et 3000 assistants en fin de vie qui étaient sur la plateforme. Voilà. Sauf que les 3000 assistants, ils se recouvraient beaucoup les uns les autres, beaucoup de use cases qui en fait étaient les mêmes. Donc chacun avait fait ses petits trucs, et puis surtout, on n'arrivait pas à suivre le rythme de l'innovation sur des features de la plateforme qui n'étaient pas spécifiques, enfin, sur des intégrations de image generation, voice mode, de advanced analysis, etc. En fait, l'énergie d'engineering pour suivre le rythme d'innovation était devenue tellement conséquente qu'on était en retard en permanence. Et ça ne devenait plus économiquement viable. Et donc ça nous a fait se dire, à l'été dernier, il faut qu'on passe sur du buy, forcément, et nous mettre en recherche du coup de la bonne plateforme. Compléter un peu, on a eu un peu le même chemin. Alors, nous, c'était MuseBot. Mais on n'est pas allé aussi loin en revanche, on l'a arrêté beaucoup plus tôt parce que très vite on a vu que c'était très time consuming, ça faisait beaucoup d'efforts internes qui n'étaient pas orientés vers notre raison d'être qui a été délivrée pour des clients. Donc à un moment, chacun son métier, et on s'est dit que c'était mieux de passer sur une solution gérée en externe pour la partie générique de l'IA générative, étant donné qu'on continue à faire de l'IA générative, mais pour nos clients, pour des sujets très spécifiques, très ancrés dans notre métier à nous. Et là, c'est très utile, enfin, ça a beaucoup de valeur ajoutée, mais la version, on va dire, plus globale, plus générique de l'outil nous semblait pas intéressante, ou en tout cas pas compétitive de nous versus d'une solution externe. Très clair. Mais à partir aussi du moment où on commence à se dire ok, je vais pas build du coup pour cet usage interne là et qu'on commence à vouloir acheter une solution sur étagère, le paysage reste quand même extrêmement complexe. Aujourd'hui, on voit il y a tous les fournisseurs de modèles qui développent leur propre plateforme enterprise. Il y a énormément de solutions verticales sur des cas d'usage qui sont parfois très intéressants aussi, qui sont développés. Et même du coup dans les types de plateformes horizontales comme Dust, il y a aussi beaucoup de choix aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, peut-être Xavier puis Guilhem aussi, de comment est-ce que vous avez structuré votre réflexion, quels étaient un peu vos critères de sélection? Alors nous, étant donné notre ancrage industriel, on avait, et surtout on a pas mal de clients qui sont soumis à des conditions de confidentialité. Le premier critère, c'était la souveraineté et la sécurité de l'information. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec pas mal de possibilités, enfin de solutions possibles sur ces questions-là. C'était vraiment un critère très discriminant, et à l'époque, Dust était beaucoup plus clair et explicite sur cette question-là, avec une préparation aussi du dossier sous l'angle souveraineté et sécurité assez proche des besoins que nous on avait vis-à-vis des DSI ou des IT, enfin, ou des contraintes de RSSI de nos clients. Donc ça, c'était un point vraiment, enfin c'était un critère non négociable en fait. Et après, on avait d'autres critères qui étaient plus intéressés. On avait déjà des consultants, alors on avait notre propre solution, mais on avait beaucoup de consultants qui faisaient du shadow IT avec des solutions du marché.
alors gratuite, c'est le pire, mais même ils se payaient leur licence perso pour pouvoir accéder à des versions plus évoluées des outils. Donc on voulait avoir la capacité de leur proposer le même niveau de service, que ça soit Claude, que ça soit OpenAI ou d'autres, enfin Mistral. En gros, de pouvoir leur proposer leur LLM qu'ils aiment bien et qu'ils connaissent de manière assez directe. Donc, en tout cas, d'avoir la même promesse que ce qu'ils pouvaient trouver sur le marché. Et puis après, c'est l'intégration après dans le système informatique. On a évidemment des contraintes de gestion IT qui ne sont pas les mêmes que quand on a un LLM perso. Donc il fallait qu'on puisse administrer correctement, gérer les conditions d'emploi, la connexion à nos systèmes internes, etc., de manière la plus homogène et la plus naturelle possible pour notre équipe IT, pour qui c'est une charge supplémentaire. Ouais, je rejoins ce que tu dis sur la souveraineté, qui était aussi un critère clé, non négociable évidemment, et à différents curseurs selon les clients. Bon, on pourrait effectivement en reparler, mais tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'exigence, et en fait avoir la flexibilité aussi de se dire tiens, je peux activer un modèle qui est en processing Europe uniquement ou bien d'autres, c'était un point clé. Et associé à ça, en fait, le côté justement surcouche qui n'est pas dépendante d'un LLM provider nous a aussi beaucoup rassurés. Dans un écosystème qui bouge hyper vite, où du coup le meilleur acteur du moment n'est peut-être pas celui de dans 3 mois, ou en plus être marié à un seul acteur, je prends Anthropic, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent x3 sur leur prix en très peu de temps, sans fallback évident. Donc le côté un peu agnostique de on pourra désactiver si on veut un provider ou l'autre nous a beaucoup rassurés. Et sur le fait aussi de pouvoir éventuellement, je vais dire un gros mot, mais avoir la flexibilité de se dire toutes les configurations d'agents sont lisibles, exportables s'il y a besoin, etc. Donc on ne se sent pas trop lock-in, ni via les providers, ni via la configuration. Et ça, c'était un point important de flexibilité. À nouveau, écosystème qui bouge vite, difficile d'être rassuré sur le fait de faire les bons choix aujourd'hui pérennes. Mais le point le plus important, c'est la vision produit, je pense, dans laquelle on s'est beaucoup reconnu, qui était la même que celle qu'on avait eue Edgar à la base, c'est-à-dire le self-service. On veut une plateforme qui est accessible à tous, qui est facile à utiliser, et surtout qui est collaborative. Et ça, c'était le point le plus important, c'était la vision produit qu'on avait aussi au départ, de se dire, en fait, les gens ont des niveaux d'adoption et de compréhension de ces sujets qui sont très hétérogènes. Il y aura toujours des super users qui vont hyper loin, et il y aura toujours le milieu de la gaussienne. Et ce milieu de la gaussienne, on ne veut pas qu'il soit au milieu, en fait. On veut qu'il soit tiré vers le haut. Et il faut, du coup, pour ça, une plateforme collaborative où on puisse se partager les choses et on ne soit pas dans un mode IA très personnel, individuel, mais dans quelque chose qui est tourné vers la collaboration. Et ça, c'est des choses où on a retrouvé dans DOS, du coup, des modes de fonctionnement et, du coup, une vision qui était complètement alignée avec ça, centrée autour des spaces qui sont partagés, centrée autour de cette agentech, cette librairie d'agents qu'on se partage, centrée autour de la collaboration, quoi. Et pas centré autour de l'usage perso. Et ça, c'était le point clé. Très clair. Merci déjà. Et sur cette partie-là, justement, c'est un peu un changement de paradigme, du coup, de passer d'une IA qui soit plus centrée sur la productivité individuelle à une IA, justement, qui collabore avec les équipes, humain-humain, agent-agent, humain-agent, etc. Ça donne aussi de nouveaux défis de gouvernance. De nouveaux défis, notamment sur la partie gestion de la gouvernance de la flotte d'agents qui se développe. Défis aussi sur l'aspect humain de l'adoption, de la formation des collaborateurs, et notamment avec la techno qui continue d'évoluer au fil de l'eau, et du coup des nouvelles fonctionnalités qui sortent, et du coup c'est un besoin en fait qui est récurrent et constant. Comment est-ce que, du coup, Xavier puis Guilhem, est-ce que vous avez, adapté du coup vos process en interne, votre gouvernance en interne, face à ces défis-là, votre organisation de manière générale? Alors ça c'est un point effectivement qui était clé et qui était un de nos critères de capacité de gestion de ça. Le premier point, c'est que nous, la façon dont on a déployé la solution, c'était sous condition de formation. Donc on a ouvert les licences pour chaque personne, chaque consultant avait le droit d'accès à Dust à partir du moment où il avait été formé. C'était une condition obligatoire. Il n'y avait pas eu d'exception, et ce qui a fait qu'on a eu un moment. Alors c'était des formations on a fait des formations présentielles pour être sûr que les gens. Enfin, on a été assez exigeants sur les conditions d'accès à l'outil et un certain nombre de messages qu'on voulait passer, à la fois sur le fonctionnel de l'outil, sur effectivement la capacité d'avoir des fonctions assez avancées, mais effectivement, je pense qu'il y a un effet de Gaussian, tout le monde ne va pas les utiliser, mais les messages clés d'utilisation et de responsabilisation aussi de ce genre d'outil qui peut aussi provoquer des difficultés vis-à-vis de nos delivery.
Donc ça, c'était un des points qu'on a très vite posé dans le déploiement. Et ensuite, on a mis en place une gouvernance qui était drivée alors chez nous au niveau COMEX. Donc c'était assez directement, c'était vraiment un projet stratégique avec une équipe opérationnelle qui était en gestion, d'ailleurs, avec toi, sur un certain nombre de delivery plus locaux, on va dire, et puis pour la progression, l'organisation des formations. Mais on a mis en place un plan de change interne assez profond. Et je pense que c'est un point qu'il ne faut vraiment pas louper, parce que les conséquences de se louper là-dessus, une fois qu'on a déployé un outil qui est mal compris, pour changer les habitudes, c'est très difficile. Donc voilà. Et ensuite, on a fait des formations qui étaient optionnelles, qui étaient beaucoup plus avancées sur les agents, sur la collaboration avancée, sur un certain nombre de features, de capacités de l'outil qui étaient complémentaires, qui ont été mises en place progressivement. Et maintenant, on a un mode run où on suit les innovations, les nouveautés, parce qu'effectivement, c'est des outils qui évoluent énormément d'un mois sur l'autre. Donc on a une équipe qui continue à suivre ça en mode run et qui est capable de déployer des versions simplifiées, on va dire, des innovations pour les expliquer aux consultants et garder un flux continu de communication interne. Mais c'est vraiment un plan on l'a pris très sérieusement en termes de gouvernance et de change. Ouais, je rejoins, je pense que le plan de déploiement a été assez similaire de notre côté. On a structuré ça en 3 modules de formation, enfin 3 niveaux, quoi. Il y a Essentials pour tout le monde, obligatoire, conditions d'accès à la licence, pareil. Donc 100% des gens. Ensuite, il y a Builder 1, niveau 1, les bases des agents, etc. Et ça, on s'est donné une target qu'on a atteint d'avoir 70% des gens qui arrivent à ce niveau-là. Pas au premier jour, mais sous 3 mois. Et un Builder 2 qui est à 40-50% en target de l'effectif. Qui va du coup sur des fonctionnalités plus avancées, les skills, etc. Ça pour le parcours de formation. Tout ça animé par une core team. Et effectivement, je rejoins le point de ne pas sous-dimensionner cette core team, parce qu'on pense formation, on pense déploiement, mesure de l'adoption, bien sûr, mais toute la gouvernance, et on va en parler après, qui vient après, sur le mode run aussi. Il y a la personne qui dirige cette équipe-là est au premier rang, Sarah. Voilà. Merci d'être là. Et merci d'être là depuis des mois aussi, de nous accompagner là-dessus. Donc ça, cette core team, il ne faut absolument pas la sous-dimensionner, parce qu'elle est absolument clé sur la suite. Et la suite, justement, c'est la mise en place de cette gouvernance. Parce que je reviens sur mes 3000 assistants là, qui vivent, et chacun recrée ses trucs. C'est ça qu'on veut éviter aussi. C'est dommage de prendre un outil collaboratif et de recréer de l'IA individuelle, quoi. Donc le fait de dire, on fait émerger des usages, on les aiguille correctement sur qu'est-ce qui est du commun, qu'est-ce qui est du spécifique perso, qu'est-ce qui est au niveau de l'équipe, et ensuite on essaie de faire remonter des choses à la core team pour dire il y a quand même tout un pool d'usages où on a tous les mêmes. On est tous des consultants, on fait tous du suivi de lead, on fait tous de l'avant-vente, on fait tous des prêts, on fait tous des copiles, etc. Et donc ça, ces agents cœur, ils sont sous la main de l'équipe en charge du déploiement, qui du coup staff des builders qui vont les porter dans le temps, etc. Et donc ça, c'est gouverné. Voilà. On fait en sorte qu'il y ait cet aiguillage permanent de self-service complètement décentralisé versus remontée et organisation. Et on met du coup un niveau de certification sur les agents qui sont comme ça gouvernés en centrale et qui signalent à tous dans la librairie d'agents que ça, tu peux l'utiliser sans crainte, c'est le truc certifié qui a été tamponné et que tu peux utiliser au quotidien. Je rajoute juste un point. Je pense qu'on l'a vraiment pris comme un projet métier, pas un projet IT. Donc on a Jean-Philippe ici présent qui est directeur de notre IT. Mais on l'a pas pris. Alors évidemment, l'IT est partie prenante, évidemment, parce que c'est plein de choses à brancher, à organiser, etc. Mais c'est un projet de métier, en fait. C'est à quoi ça sert, c'est comment on va l'utiliser. Et la gouvernance, et surtout la gouvernance des agents, elle est drivée. Les agents, ils sont là pour aider le métier. Donc c'est vraiment une question métier. Et il ne faut pas se louper là-dessus, c'est pas un projet d'IT. Enfin, c'est aussi un projet d'IT, mais je veux dire, c'est pas c'est drivé. Le driver, c'est le métier. Ouais, et c'est peut-être pour rajouter encore, mais et c'est aussi pour ça que certes, on le voit nous deux là, on est représentants des équipes plutôt tech de nos cabinets, parce que peut-être l'ADN il est là, mais justement le projet il est porté, l'équipe cœur du projet, elle est pas chez Iris, chez moi en tout cas, elle est portée par l'opérationnel, par le business. On est impliqué et forcément, moi j'ai été un peu l'avocat dès le départ de se dire il faut passer du build qui était chez nous pour le coup au buy, et donc naturellement je me retrouve dans cette posture, mais c'est effectivement porter business hyper important. Et ça se traduit au fait aussi parce que du coup où sont les builders dans l'organisation. J'ai parlé de cette équipe un peu centralisée.
Beaucoup du delivery est porté aujourd'hui par les practices, qui sont du coup des practices organisées par métier. Donc on a des practices logistiques, achats, finances d'entreprise, etc. Et qui du coup, et c'était une de tes questions à main levée, repensent aujourd'hui la manière de travailler autour de Dust, autour des offres, et le font par offre très verticale. Voilà. Mais on a ce layer commun de use case du consultant qui du coup est adressé en centrale. Très clair, merci. Et du coup, ce qu'on voit effectivement, c'est que dans vos deux cas, vous remontez du coup les cas d'usage du métier. Est-ce que du coup, vous accepteriez de nous en partager quelques-uns qui sont particulièrement impactants? Idéalement, si vous avez même des métriques, peut-être Guilhem puis Xavier, sur ces éléments. Ouais, peut-être pour commencer, je parlais des achats à l'instant. Donc là, un truc classique des achats, c'est diagnostiquer le spend qu'on fait. Donc dans les entreprises, on achète à quel fournisseur, à quel prix et combien. Et ça, souvent, les bases de données sont hyper déstructurées, éclatées dans plusieurs systèmes. Dans le pire des cas, c'est même les invoices desquels il faut repartir, les PDF. Et on essaie de construire un spend cube. Donc déjà, c'est la première étape. Et ensuite, de sortir des insights de spend cube. Chez qui t'achètes, où sont les outliers en termes de prix, qu'est-ce que tu peux consolider comme fournisseur. Ça, c'est des missions où, en général, on met 6 semaines de consultants à faire, gros travail de data collection, de structuration, etc. Bon, ça, c'est des missions que maintenant, on arrive à faire en 10 jours, parce que énormément du travail est largement facilité par Dust. Et surtout, de manière assez incroyable, le passage du mode manuel au mode AI, Iris n'a rien fait. Enfin, je veux dire, ça s'est fait complètement en self-service. Les équipes du métier ont pris le use case, pris la plateforme, s'est dit OK, comment je fais mieux, je teste, etc. Et voilà, maintenant on vend des missions qu'on ne savait pas vendre avant à des tarifs hyper compétitifs qu'avant on était obligé d'offshorer à des équipes en Inde pour une partie du travail et qui du coup sont revenus en delivery avec des experts qui arrivent à faire ces projets-là de manière hyper rapide. Donc pour le coup, on a compressé la durée, mais on n'a pas perdu en valeur. Et ça, c'est important parce qu'au final, ça nous re-challenge aussi sur nos business models de consultants. Passer du TJM à des success fees, par exemple, sur ce type de projet, c'est des choses qu'on fait de plus en plus régulièrement parce que justement, ce n'est plus le temps qui est l'élément déclencheur de la valeur pour le client, quoi. L'outcome est le même. Alors nous, on fait moins d'achats, mais c'est très similaire. Donc on a des lignes métiers aussi qui sont emparées de l'outil, qui ont créé leurs propres agents ou leurs propres méthodes d'analyse. Donc nous, alors, typiquement, c'est dans le PLM, dans l'analyse des processus, quand on fait par exemple des VSM, des value stream mapping, tous ces outils un peu classiques du consultant, en fait, s'automatisent assez vite dans ce genre d'outils, et on arrive à tirer de la même façon, en fait, à réduire le temps, on va dire, bête du consultant, qui n'est pas très intéressant à lire des docs, à créer des slides, à représenter un processus que le client a à peu près dans la tête, etc. En fait, on va vraiment beaucoup plus vite là-dessus. Par contre, on se pose beaucoup plus de questions sur le fond, et c'est là que c'est intéressant. Et effectivement, on a la même chose, c'est que la valeur produite, elle est similaire, elle ne se mesure pas pareil. Et il faut l'expliquer aux clients, alors qu'ils posent des questions, surtout les acheteurs. Donc ça change un peu la façon de travailler, de délivrer, de communiquer aussi sur notre façon de travailler, sur l'organisation du projet, sur la charge. Mais c'est très intéressant de voir que dans beaucoup d'axes métiers, on arrive à brancher des agents qui prémâchent énormément du travail du consultant. Et donc là, on a tous les deux cité des exemples qui sont client-facing, enfin, finalement mieux délivrés, etc. Et après, évidemment, il y a tous les process internes du consultant. C'est les cas évidents. Et d'ailleurs, c'est les cas évidents par lesquels il faut absolument commencer. Enfin, c'est mieux de s'appliquer déjà à soi-même les bonnes pratiques avant de se mettre à risque. Mais voilà, tous les cas de gestion de l'avant-vente qui se découpent en plein de micro-cas, voilà, gestion d'un compte client, du knowledge qu'on a sur cette personne, mise à jour du CRM, etc. Tout ça, c'est des choses qui effectivement sont mises en œuvre. Le staffing, par exemple. Alors, le staffing, on restait sur du build. On n'est pas passé en buy pour la gestion des compétences, etc. Mais voilà, tout ça, c'est des choses à faire. Et peut-être une métrique là-dessus que j'ai observée, c'est dans mon équipe, parce que c'est là où j'ai le plus d'insight, dans une trentaine de personnes. On vient de finir une année où on a réussi à faire 20% de croissance en chiffre d'affaires et en nombre de projets, plus de projets, donc des plus petits projets.
en passant le même nombre de jours hommes en préparation de propal, de proposition commerciale. Et ça, c'est très largement lié, je pense, à l'arrivée de Dust. C'est difficile de savoir exactement la part là-dedans, mais on le voit bien au quotidien, la production de propal se fait beaucoup plus vite, beaucoup moins de réunions aussi pour arriver à l'outcome. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent par écrit et qui passent par de la récupération d'informations par écrit et via les agents aussi. Et donc ça, on voit une efficience interne qui est quand même en train de prendre énormément d'ampleur. Hyper clair, merci beaucoup. Et là, ce qui est intéressant dans les cas d'usage que vous avez mentionnés, c'est qu'évidemment, il y a des cas d'usage internes, il y a des cas d'usage aussi pour les clients. On sait que dans le conseil, la sécurité, la confidentialité des données, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. On a commencé à survoler un peu le sujet plus tôt, mais justement, comment est-ce que vous tracez la ligne déjà dans les éléments qui sont non négociables pour vous en termes de sécurité ? Et aussi, comment est-ce que vous tracez la ligne, justement, de quelles données on peut utiliser ou pas ? Parce que c'est un sujet évidemment complexe. On peut peut-être commencer par toi, Xavier, puis Guilhem. Alors déjà, le client, il trace déjà une ligne parfois directement. Donc, on a des contrats qui nous interdisent explicitement d'utiliser des outils LLM. Donc, alors soit ça fait l'objet de discussions, soit c'est comme ça. Donc, il y a des clients qui sont assez frileux sur cette question-là, de moins en moins, hein, mais ça arrive. Donc ça, c'est la première ligne. C'est facile. Dans certains métiers, on s'auto-limite. Donc typiquement dans des métiers autour de la défense, ça dépend des données qu'on manipule, mais des données qui peuvent être assez sensibles parfois, qui ne sont pas explicitement diffusion restreinte ou au-dessus, mais qui sont de nature assez sensible. On s'auto-limite. Et après, on a détaillé pour les consultants, donc ça fait partie aussi de la fin de l'information, mais on a détaillé, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais une charte IA interne qu'on peut communiquer aux clients. Donc ça les rassure aussi de voir qu'on a structuré une démarche, qu'on s'est auto-limité quelque part sur le type de données qui sont capables d'être dans ces systèmes. Et donc on a écrit dans la charte IA un certain nombre de limites qui permettent aux consultants de savoir à peu près naviguer entre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et puis on a tracé un certain nombre de lignes rouges aussi qui sont qu'il ne faut pas dépasser. Et donc ça permet de structurer un peu cette question-là. Après, l'intérêt d'avoir Dust, en tout cas pour nous, c'était encore une fois un critère hyper important de pouvoir garantir aux clients que Dust apporte une démarche explicite sur cet aspect de la souveraineté et de la sécurité. Donc c'est un des points importants qu'on met en avant. Sinon on le ferait pas. C'est vraiment ça. Alors après on a des clients, je pense que ça doit être pareil pour toi, mais on a des clients, ils veulent avoir la machine au pied du bureau. Bon, ça c'est un autre système, on sait faire aussi, mais là on rentre dans un autre mode de fonctionnement. Et on peut pas le faire en mode Dust, évidemment. Ouais, je rejoins le point sur se faire s'adapter en tout cas au niveau des exigences le plus contraint des clients, forcément. Donc nous, ça s'est traduit quand même par le fait déjà de choisir un hébergement Europe dans le choix proposé par Dust. Et même on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a commencé par désactiver les LLM qui n'étaient pas en EU processing et qui correspondent globalement au niveau d'exigence des plus exigeants de nos clients. Et effectivement, on a le mécanisme de la charte aussi, mais moyennement confiance au début sur le fait que tout le monde allait respecter ces contraintes-là et aussi vis-à-vis des contraintes contractuelles qu'on peut avoir avec certains clients. Donc ça, c'était effectivement mandatory. Après, il y a un autre point, au-delà de la souveraineté, qui est la gestion du knowledge, globalement. Et là aussi, sur lequel on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Dust, c'est... en fait, de plus en plus, quand les clients nous questionnent sur les questions de sécurité, certes, il y a elle est où ton IA et où est-ce que les données partent, mais on les rassure aussi beaucoup sur l'environnement de travail bureautique. Et on doit leur garantir que dans SharePoint ou dans Google Drive, les éléments sont partagés avec les bonnes personnes, etc. Et du coup, dans une plateforme d'IA, la grosse majorité des choses, c'est du knowledge quand même. Et donc, il faut pouvoir garantir quand même que cette gestion de permission dans la plateforme d'IA, elle ne bypasse pas complètement ce qu'on s'est impliqué dans la partie bureautique. Et c'est là que, du coup, beaucoup bossé pour faire en sorte que Dust soit complètement en miroir des permissions qu'on a mis en place côté Microsoft
et que du coup on puisse garantir de manière auditable au client que telle personne qui est membre de telle équipe projet a bien accès à ce knowledge-là et dans Office et dans Dust, et qu'il n'y a pas de ponts de permission qui sont possibles et non traçables. Et c'est là où je pense que les solutions du marché n'étaient pas matures il y a 1 an pour garantir cette auditabilité d'ensemble, et où du coup voilà, on est satisfait de là où on est arrivé aujourd'hui. Très clair, merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe de Dust de travailler sur ce sujet-là. Merci Stéphane. Oui, c'est pour ça que je regardais juste ici. Très clair. Un autre point aussi qu'on a commencé à aborder un petit peu en filigrane aussi, notamment dans la partie des cas d'usage, c'est plus la partie modèle économique, modèle organisationnel des cabinets de conseil, qui est quand même aussi un peu challengé par l'IA aujourd'hui. Donc, est-ce que vous en ressentez déjà, j'imagine aujourd'hui, un petit peu du coup des effets? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous adapter à ces niveaux-là? Et globalement aussi, ça m'intéresse de savoir un peu quel est votre avis sur comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines années. Si vous arrivez à vous projeter, on peut peut-être commencer par toi si tu veux, Xavier. Alors ça, c'est effectivement une question qu'on se pose beaucoup. Alors, et qu'on nous pose beaucoup, surtout les acheteurs. Alors, en ce moment, on a beaucoup d'acheteurs qui nous posent la question. Alors curieusement, c'est assez marrant parce qu'ils nous posent la question sous l'angle du TJM. Et c'est assez absurde de dire votre TJM baisse parce que vous avez l'IA, parce que le consultant il coûte le même prix. Ça serait plus logique de dire vous devez me facturer moins de jours pour le même job. Ça serait plus logique. Mais bizarrement, ils posent la question du TJM. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc on a eu des acheteurs assez agressifs sur cette question. Alors nous, on se sent assez... Alors c'est vrai qu'il y a des types de missions qui vont clairement, enfin comme on dit tout à l'heure, qu'il y a des use cases qui sont assez tarte à la crème et qui vont être beaucoup plus simples. Enfin, je pense, typiquement, faire un retour après avoir fait 20 interviews. Avant, c'était un consultant junior qui faisait ça pendant des jours. Maintenant, ça prend 5 minutes et demie avec Dust. Enfin, il y a des trucs comme ça qui vont vraiment, visiblement, être différents. Nous, on a un type de conseil qui est très, très opérationnel. Donc, on est dans les usines, dans les entrepôts, sur le terrain, chez le client, faire des workshops, etc. Donc, ça, c'est finalement peu touché par l'IA. Donc on se sent assez tranquille, on est moins dans un mode de conseil stratégique qui demanderait beaucoup d'analyse de documents, beaucoup de recherches sur Internet ou beaucoup de choses comme ça, qui seraient certainement beaucoup plus directement concernées. Donc nous, pour l'instant, l'impact il est assez limité. En revanche, on se pose beaucoup de questions sur notre modèle de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes? Comment est-ce qu'on les forme? Comment est-ce qu'on incorpore comment est-ce qu'on apprend aux consultants à utiliser les outils correctement, à créer des agents, à les connecter, à les utiliser comme une équipe. Donc avoir des équipes de consultants qui travaillent avec une équipe d'agents. Comment est-ce qu'on... Évidemment, on continue à embaucher des juniors, parce qu'il y a plein de trucs sur Internet où les cabinets de conseil recrutent plus de juniors. Nous, on continue à recruter des juniors, parce que c'est nos futurs seniors, parce qu'on a besoin de les former, parce qu'on fait on a besoin de leur donner aussi notre patte de notre mode de fonctionnement. Et donc ça ne change pas beaucoup de choses, mais on se pose beaucoup de questions. Et on est très vigilant sur aussi les progrès de l'IA qui apportent potentiellement des disruptions. Mais dans notre type de conseil, on ne se sent pas trop gêné pour l'instant. Oui, je rejoins ce que tu dis. Nous, on est un peu entre deux, je pense. Il y a de l'opérationnel et il y a du stratégique. Enfin, on joue un peu sur tous les tableaux. Donc, effectivement, côté opérationnel, je te rejoins. Côté stratégique, on commence à le voir quand même. Il y a une vraie pression. Et oui, sur la pyramide qui se transforme en obélisque petit à petit. Mais sur la pyramide, il y a une vraie pression. Après, sur l'upside, moi, je vois des juniors qui sont bluffants. Vraiment, ils reviennent vers toi avec des livrables, des choses qui sont travaillées où tu vois qu'ils sont allés très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire avant, en utilisant bien les outils. Et en même temps, ils sont juniors, donc ils n'ont pas le recul, l'expertise, etc. Donc la question de la formation, effectivement, on voit qu'elle est clé, mais au-delà de l'outil, c'est les méthodes de travail, c'est comment on acquiert l'expérience, etc. Et ça, franchement, pas craquer le sujet. Enfin, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a craqué, ça m'intéresse de savoir. Mais au-delà de ça, moi, le vrai challenge qui vient en face, c'est le rôle des experts. Voilà, les personnes qui ont de l'expérience, justement, il y a quand même un vrai risque, on est en train de le voir, de burn-out. Et c'est pas que théorique, c'est que en fait, ces personnes-là, non seulement elles sont très apporteuses de valeur, mais en plus, leur puissance personnelle vient d'être décuplée par une armée d'agents.
Donc ils peuvent aller très vite, très loin, et les agents au quotidien, en permanence, ils reviennent vers toi toutes les 15 minutes en mode c'est bon, j'ai fini, j'attends la suite, quoi. Donc tu as beaucoup de travail qui se fait en temps masqué et où du coup tu deviens le goulot sur énormément de tâches. Et en plus de ça, il y a les gens juniors qui du coup sont allés au bout de ce qu'ils peuvent faire et qui reviennent vers toi avec encore plus de matière qu'avant. Et ça, c'est un vrai goulot quoi, sur ces personnes-là, à double titre, et personnel et par les juniors qu'ils encadrent, de surcharge, quoi. Et ça, c'est émergent un peu comme comportement là, ça vient avec une adoption forte. Mais pareil, pas craquer le sujet, mais on le voit quand même émerger comme un vrai risque. Donc voilà, le modèle organisationnel, c'est sûr qu'il va changer, il change à tous les niveaux. Voilà, l'adoption se fait du partenaire jusqu'au stagiaire sur des usages qui sont forcément différents, mais qui changent la manière de travailler de tout le monde. Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment toute la pyramide évolue. Il y a un autre acteur que nous, on a beaucoup considéré dans notre conduite du changement, c'est le partenaire, justement, ou l'expert, enfin c'est un peu pareil. Enfin, en tout cas, la personne qui est responsable du delivery. Alors chez nous, les partenaires sont extrêmement présents en mission. Ils ont un taux de charge très très élevé. Et donc c'est eux qui sont vraiment en charge d'apporter la qualité du delivery et puis l'expertise à nos clients. Et en fait, c'est ce à quoi on a beaucoup prêté attention, parce qu'il y avait une certaine hétérogénéité dans cette population-là, c'est à vérifier que les partenaires ont compris qu'est-ce que c'est l'IA, comment ça marche, et parce qu'en fait, l'IA, surtout l'IA générative, a la particularité d'être très bon en forme et potentiellement mauvaise en fond. Donc en fait, quand on a été à l'école, en général, une copie qui est, je dis à mon fils, une copie qui est à peu près bien écrite, en général, elle doit être à peu près correcte. L'IA, la copie, elle est parfaite sur le plan de la forme, elle n'est pas toujours correcte sur le plan du fond. Et donc, il y a un raisonnement intellectuel un peu différent quand le junior se pointe avec son résultat de travail. Ça va être beau parce que ça a été fait par Dust. Ça ne veut pas dire que le fond est correct. Donc, il y a une vigilance accrue qu'il faut avoir. Effectivement, je suis assez d'accord, ça devient un goulot d'étranglement. Tout le monde arrive avec des documents extrêmement bien rendu, pas forcément du bon niveau d'attente pour le client, parce que la profondeur, parce qu'on a quand même notre expertise. Le client, il n'achète pas un truc qui peut faire l'IA, il achète notre expertise. Il veut qu'on soit garant de nos résultats. Il achète une confiance, il achète tout ça, et c'est le partenaire qui en est en charge. Et donc, on a beaucoup à faire attention à ce que le partenaire soit capable de comprendre comment fonctionne l'IA, comment le junior qui se pointe avec 50 pages de doc qu'il a fait avec Dust, comment il les a fait, qu'est-ce qu'il faut regarder dedans, etc. Donc c'est aussi une population intéressante à considérer dans la conduite du changement. Et sur la formation du junior, c'est assez intéressant aussi. Et on l'a vu dans la population des codeurs un peu avant, les développeurs, c'est que tout le monde devient manager en fait. Tu as un mindset de si je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'IA, en fait j'ai une flotte d'agents qui bossent pour moi, à qui je donne des ordres, des commandes, qui reviennent vers moi. Et du coup, si je faisais exactement ce qu'ils faisaient, j'aurais pas gagné de temps. Et donc je peux pas rentrer dans le niveau de détail dans lequel eux sont rentrés à chaque fois. Et donc il faut que je regarde l'output et que je suis capable de challenger. Et ça, ce réflexe de comment je challenge des résultats, ça se voit encore plus sur l'analytique. Quand on fait du data crunching, je vais pas regarder tout le détail de ce que tu as fait, mais je vais regarder est-ce que ça a du sens, ce que tu m'envoies, c'est logique ou pas. Et ça, quand on a 8 ans d'expérience, qu'on est passé à le faire soi-même, on comprend qu'on sait le challenger. Mais par contre, quand on est junior et que le mode de travail, c'est utilise l'IA pour le faire, et comment je challenge bien ce qui en sort, pareil, compliqué. Et donc, on voit quand même un fossé qui se crée entre les très bons consultants et les moins bons consultants, forcément. Très clair. Merci beaucoup. On arrive peut-être à la dernière question pour conclure avant d'ouvrir du coup au public. Question un peu large, mais du coup, vous êtes un peu à l'issue de votre déploiement aujourd'hui. Si vous deviez donner un conseil, soit pour vous-même, si vous deviez recommencer, soit même pour ceux qui sont au début de leur parcours aujourd'hui, de pièges à éviter, ou alors d'éléments que vous avez mis en place qui a été complètement clé, qu'est-ce que ce serait ? On peut commencer si tu veux, Xavier, par toi, et terminer avec Guillaume. Alors, déjà, le plan, on n'a pas beaucoup insisté dessus, mais le plan de changement, la conduite du changement, c'est vraiment une transformation profonde. Donc ça, c'est vraiment un point important.
pas sous-estimer l'effort que ça représente. Enfin, pour nous, on avait compté, mais ça représente plusieurs temps pleins. Enfin, pour 300 personnes, je ne sais pas combien on a dépensé, mais je pense que c'est plusieurs ETP pendant 6 à 9 mois. Enfin, on a dépensé beaucoup en effort interne pour suivre ce projet. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça parce que c'est une des clés de la réussite et les gains qui sont attendus sont importants, et le gain de ne pas y aller est à mon avis très critique. Et je pense que le dernier point que je mettrais, c'est le ROI. En fait, il y en a un. Le mesurer, ma philosophie en tout cas, ça a été de pas se focaliser là-dessus, on s'en fout un peu, c'est pas dramatique, parce que de toute façon il y en a un. Le mesurer, c'est extrêmement difficile parce que c'est plein de petits moments qu'on va accélérer, qu'on va gagner. Donc c'est pas dramatique de pas le compter, et par contre il est là, et on perd plus à ne pas y aller qu'à y aller, mais en mettant les moyens corrects pour assumer la charge que ça représente. Ouais, pareil sur la charge, je pense que notre core team, c'est mis bout à bout à peu près 3 ETP pour les 500 personnes à peu près, et on voit que là avec les déploiements on a un peu la limite, il va falloir un peu rajouter du monde, donc tout à fait d'accord. Non, si j'avais un conseil, c'est de jouer collectif, je pense, dès le départ. Parce que créer du coup les licences, les formations, dire allez-y, faites des choses, c'est assez facile. Et évidemment, il faut commencer par là. Mais penser dès le départ le jeu collectif de ok, on va construire des choses qui sont réutilisables pour tout le monde, qui sont partagées, et créer un nouveau mode de fonctionnement, parce qu'on va repenser toute notre manière de travailler, à la fois client-facing et en interne, autour d'une solution. Ça, il faut le voir dès le départ. Alors, après, on peut très bien jouer individuel. Enfin, je pense que la plateforme peut s'adapter à un jeu individuel, c'est pas un problème en soi, mais je pense que c'est pas là-dessus qu'on capitalise. En fait, avoir à nouveau des super users individuels qui vont très très loin, c'est super, mais ça ne fait que faire réémerger les points de friction habituels. Les points de friction, c'est le knowledge, il n'est pas partagé, tout est dans la tête des gens, c'est eux les goulots, etc. Et ça, si on ne change pas les manières de faire, on les a pas, ces gains-là. Même au niveau 1, productivité individuelle, il y a un ROI, je te rejoins. Donc, du coup, même réponse sur la mesure du ROI, où effectivement, on ne s'est pas trop penché sur la question, quoi. On était déjà convaincu que c'était le cas, et on l'avait un peu mesuré au début de Edgar, etc. Donc, il n'y avait plus de sujet. Mais effectivement, jouer collectif dès le départ et penser ce cadre et cette gouvernance pour avoir tous les bénéfices à terme me paraît effectivement indispensable. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Guilhem. Je pense que déjà de se prêter à cet exercice-là, parce que partager tous ces éléments-là avec beaucoup de transparence aussi, c'est très précieux, et vous avez tous les deux mis les mains dans le cambouis aussi ces derniers mois à haute intensité sur ces sujets. Donc ce qu'on peut moi ce que je note aussi là, du coup, c'est qu'effectivement il y a la clé technologique, mais il y a aussi beaucoup la vision stratégique et surtout l'exécution qui est extrêmement importante, et vous avez tous les deux su le mener avec brio, donc je pense qu'il mérite une salve d'applaudissements. Et on va maintenant aussi faire passer du coup un micro dans le public. Donc il faut bien parler proche du micro, parce que du coup, sinon ça ne sera pas bien enregistré, on ne vous entendra pas bien. Donc n'hésitez pas à interpeller du coup Xavier et Guilhem pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Check. Merci. Merci pour votre témoignage, c'était très instructif. Je voulais savoir si c'était inclus dans votre core team de déploiement, ou si comment vous avez géré la partie gestion des data, parce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de bonne IA sans bonne data. Est-ce que ça fait, moi c'est une question que je me pose, qu'on ait demain des knowledge owners, une sorte de nouveau métier. Donc voilà, je voulais savoir comment vous avez pu aborder cette dimension-là. Je peux commencer. C'est ma préoccupation numéro 1 du moment. On a commencé par se brancher à ce qu'on avait déjà. Donc tout vit dans les SharePoint chez nous, et de manière peu structurée. Et donc déjà se brancher à ça, et pour la première fois, on avait une surcouche à tout cette knowledge dans les SharePoint qui ramenait des trucs de plein d'endroits, et qui a donné quand même un cran d'accessibilité à l'information qu'on n'avait jamais eu avant. Donc ça, déjà, il y a une première marche qui a été franchie. Maintenant, on est à ok, c'est bien, mais ce knowledge-là, en fait, il doit vivre dans le temps. Et dès qu'on capte une info sur un prospect, un client, on aimerait bien pouvoir la cranter, la mettre au bon endroit, qu'elle vive, qu'elle puisse être partagée, etc.
Et comme on n'a pas bien harmonisé les pratiques de gestion de ce knowledge et la structuration de ces knowledge base dans SharePoint, c'est extrêmement difficile maintenant d'automatiser ça avec les agents parce qu'il n'y a pas de pratique. Du coup, là, on est en train de se dire comment on restructure la gestion autour d'un seul modèle qui est Dust compatible, quoi. C'est pas tellement Dust en soi, mais IA compatible plutôt. Et qui du coup structure les choses autour d'un seul mode de pratique. Alors peut-être j'aime bien le concept de knowledge owner, je ne sais pas si c'est le bon truc, mais de se dire que cette question elle est fondamentale, bien sûr. Là on parle surtout de la donnée pas structurée, les documents, etc. Après sur ce qui est database, ça c'est un peu plus direct parce que dès lors que la donnée elle est dans une database, elle est déjà bien gouvernée, etc. Donc ça va. Ouais, nous c'est un peu similaire, je pense qu'on a... Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que dans le conseil, on travaille avec souvent une vision, alors soit par métier, soit par client. Donc, dans les espaces de travail collaboratifs, on est assez vite dans cette vision-là. Dans une mission donnée, on met les documents de la mission, ça permet de les requêter, d'avoir une sorte d'agent d'interrogation en général sur la mission et d'avoir un knowledge partagé dans l'équipe. Donc, ces composantes-là qui sont assez pratiques parce que ça évite d'avoir justement mis au point un système de knowledge management carré dans l'entreprise, ce qui est, je pense que je n'avais jamais vu une entreprise où c'était carré. Nous, c'est pas si mal, honnêtement. Je pense qu'on est... bon, je ne vais pas la ramener, mais c'est pas si mal. Mais c'est jamais propre. Il y a plein de problèmes qui se posent dans les bases documentaires, de toute façon, surtout quand c'est des PowerPoint ou des documents non structurés de ce type-là. En revanche, on arrive à tirer parti de cette capacité soit de focalisation sur une mission donnée dans un client donné, à donner les informations à un agent pour qu'il ait de quoi manger pour être pertinent dans une mission donnée. Ça marche bien. Et c'est déjà beaucoup. Et ensuite, on travaille petit à petit à connecter nos bases et à nettoyer nos données. Et c'est un des sujets immenses qu'on a avec Jean-Philippe de manière permanente. Merci. Moi, j'avais une question. C'était à partir de quel moment vous avez identifié que vos agents étaient suffisamment matures pour pouvoir les déployer? Parce que nous, on travaille, je pense, un peu de la même manière que vous. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui commencent à expérimenter, à construire, et on ne s'arrête jamais, quoi, en fait. Donc, c'est à partir de quand on dit stop, celui-ci, je peux le basculer et je le déploie à l'ensemble des collaborateurs. Alors nous, on a mis un truc pratico-pratique en place. On a mis une notion de statut sur les agents. Enfin, c'est un suffixe, parce que j'ai demandé d'avoir un tag statut dans Dust et je ne l'ai pas encore. Stéphane. Mais le statut, du coup, alpha, bêta, pas de statut et certified. Donc, en fait, tu peux être publié en alpha, ça signale que c'est disponible pour des tests, mais aucune garantie, quoi que ce soit. Bêta, on est quand même vraiment dans une démarche de testing d'un agent qui a vocation à être pérennisé. Pas de statut veut dire c'est bon, c'est publié, tu peux l'utiliser, c'est peut-être pas parfait, mais c'est bien. Et le certifié, ça veut dire qu'il est passé par la core team et il a été tamponné, etc. Donc ce système-là, il permet finalement de faire en sorte que on s'y repère bien. Et après, on ne veut absolument pas freiner l'expérimentation individuelle et le fait de tester des trucs et de ne pas aller au bout des sujets. Et donc, c'est pas grave si un agent il reste en alpha ou en bêta. On ne relance pas les gens sur le fait qu'il n'a pas progressé dans ses statuts. C'est juste un signal de repérage. Mais ça m'amène sur un point qui est un challenge, je ne sais pas cité avant, c'est un point culturel qui est difficile à craquer dans le monde du conseil, c'est qu'on a des personnes qui ne sont pas câblées pour gérer des produits. C'est-à-dire que ces agents-là, il faut les faire vivre dans le temps. Théoriquement, si je suis builder d'agents, je constitue un agent, je le publie une première fois, il est en bêta, super, puis après je le fais éventuellement certifier, génial. Mais il va falloir qu'il vive pendant des mois, des années, etc. Sauf que si moi je suis consultant et que j'ai buildé ça, en fait on m'appelle sur un nouveau projet tous les 2 mois et je suis censé être dispo 100% pour ce projet. Et j'ai été câblé toute ma vie sur le fait que... toute ma vie professionnelle en tout cas, sur le fait que à chaque projet, tout s'arrête et tout recommence. Donc avoir un truc qui est en tâche de fond comme ça pendant longtemps, c'est un challenge organisationnel majeur et culturellement dans le conseil, on n'est pas fait comme ça. Et on le voit moins dans les équipes du coup, à la mienne en tout cas Iris, parce qu'on fait des produits, notre quotidien c'est faire des produits, après c'est des produits qu'on fait en mode projet, mais on comprend ce problème. Et donc les gens d'Iris qui font des agents pour eux et pour d'autres ont plus cette culture de je suis responsable de mon agent dans le temps. C'est beaucoup plus un challenge sur le consultant standard, on va dire. Et ça, culturellement, pareil, j'ai pas craqué le sujet,
Mais on voit que c'est un vrai sujet de responsabiliser les gens. C'était peut-être d'ailleurs dans vos premiers messages de formation que vous avez peut-être pu passer. Non, c'est tout pareil chez nous. C'est tout pareil, on a la même complexité. Et effectivement, les consultants sont pas... alors nous, on a le core team qui se sent quand même honneur de ça. Donc ça aide parce que c'est un nombre limité de personnes. On n'a pas trop diffusé... Enfin, les agents ne sont pas construits par... Enfin, tout le monde peut construire des agents, mais les agents, entre guillemets, officiels sont construits par un nombre très limité de personnes qu'on tend plutôt à réduire. Donc ça concentre l'effort. Et ça permet d'être un peu plus cadré sur la gestion de ces agents. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Mais alors nous, j'ai l'impression que les consultants qui s'emparent de ces sujets-là, alors ils n'ont pas été formés effectivement de la même façon, mais ils ont compris qu'ils construisaient un truc pérenne et qui devait survivre, qui devait vivre en tout cas de manière itérative. L'autre chose, c'est que les agents, en fait, on les modifie tout le temps, donc c'est parce que c'est le LLM sous-jacent, il évolue, parce qu'on a une meilleure idée, parce qu'on trouve qu'il ne marche pas bien dans tel cas, donc on rajoute 3 lignes dessus. Donc il y a une vie permanente de ces agents. Toutes les IA continuent à vivre. En fait, c'est pas des projets informatiques qui sont finis à un moment, ça finit jamais. Donc il y a besoin d'avoir ce dispositif pour pouvoir les encadrer et puis les gérer dans leur cycle de vie. Et nous, on essaye de restreindre le nombre de personnes qui peuvent le faire. Mais je pense que c'est naturel d'avoir des agents qui vivent pendant 2 mois, et puis en fait, ils restent dans leur statut un peu d'expérimentation, ils ne sont pas très utilisés, c'est pas grave, et on va les nettoyer, et ce sera la charge de la core team aussi de faire un peu de nettoyage derrière. Mais effectivement, le fait d'être très large, nous aussi, en offre, impose qu'on ne peut pas être 100% centralisé sur le delivery et tout contrôler, il faut qu'il y ait beaucoup de choses dans le local, et donc ce challenge, il est hyper présent. Merci. Merci beaucoup pour les très bonnes questions et les témoignages très pertinents et très concrets. Justement, au démarrage, là maintenant vous parlez d'agents qui sont créés par les builders ou la core team qui ont leur statut. Comment ça s'est passé au tout départ avec Dust, au tout démarrage? Est-ce que vous avez eu des cas d'usage qui ont été sélectionnés pour se lancer et vous avez été accompagné, ou alors tout de suite ce sont vos acteurs, vos consultants qui ont créé les agents accompagnés également, j'imagine, mais voilà. Je suis preneur vraiment du démarrage, les premières étapes. Nous, on a décidé très vite, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de passer en mode d'acheter une solution. Donc on a voulu avancer vite parce qu'on avait besoin de la solution. Donc on a démarré avec une équipe très limitée, pilote je crois qu'on a une vingtaine de personnes au début, un truc comme ça, qui est monté assez vite à 60 personnes. Donc on est 300 toujours, hein, donc ça fait c'est une proportion assez importante, mais pas tout le monde. Et donc ces personnes initiales qui étaient pilotes ont testé la solution sur des cas réels. Alors on n'est pas pour répondre à la question, on n'a pas construit des agents tout de suite, nous. On a d'abord utilisé l'outil comme un outil LLM classique. Et on a validé que ça fonctionnait dans notre monde et que c'était adapté à notre question. Mais on n'avait pas de besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de prouver un usage particulier. On avait besoin de prouver que ça nous allait à nous en termes de solution. Et c'est après que ces personnes qui sont parties en avance par rapport au déploiement global se sont mis naturellement à travailler sur les fonctions advanced. Et puis si on les avait choisis en tant que pilote, c'est aussi parce qu'ils étaient représentatifs des métiers et intéressés par la question. Donc ce sont ces personnes qui sont pour, je veux dire, au moins la moitié transformées en agent builder. Il y a une moitié qui est redevenue des utilisateurs normaux. Donc ça s'est fait comme ça de manière assez naturelle. On n'a pas eu besoin de pousser particulièrement là-dessus. Et nous, du coup, 30 utilisateurs en pilote sur 250 en France. Hein. Et sur les 30 utilisateurs, le pilote il a duré 6 semaines et avec un double objectif, dire dans le pool là, tout le monde avait des projets, donc vas-y utilise sur tes projets et on va bien voir ce que tu fais avec. Donc assez peu guidé, mais bon, les gens avaient déjà l'expérience de Edgar avant, etc. Et donc avec vraiment l'objectif de se voir toutes les semaines et les gens partageaient qu'est-ce que tu as fait concrètement, sur les missions, etc. Et sur vraiment l'angle mission client, évidemment. Et en parallèle, l'objectif numéro 2 des 6 semaines, c'était de préparer le premier pool d'agents core certifiés, qui sont les cas d'usage du standard du consultant, de recherche d'informations dans la knowledge base certifiée d'Argon, dans la Capit, de faire des comptes rendus de réunion, de faire des synthèses, de faire la PMO d'un projet, etc. Donc on en a 16 comme ça, qu'on avait listé d'entrée de jeu, en disant ça c'est les trucs standards.
Et au go live des 250 personnes, on avait les 16 agents disponibles dans l'agent tech. Donc on n'arrive pas sur une page blanche. Il y avait déjà cet effet de « Ah tiens, il y a déjà les trucs utiles jour 1 pour mon quotidien ». Et pour le milieu de la gaussienne, c'est très rassurant. Parce que finalement, ils partent pas de « vois ce que tu peux faire avec », ils partent de « déjà, tu as tout ça et tu fais ça ». Et avec cet usage-là va venir le quotidien et le fait que ça SM dans l'organisation, etc. Donc on voulait cet effet un peu go live. Ça répond à la question ? Complètement, merci à tous les deux. Merci. J'ai une question sur vos consultants. Est-ce que la compétence de développement d'agents de building 1, 2, est-ce que pour vous, ce sont des compétences qui seront utiles en clientèle pour développer chez les clients voilà, dans vos métiers? Oui, réponse courte. Oui, et à plusieurs titres, parce que en fait, on voit bien que j'ai envie de faire le parallèle souvent avec ce qui s'est passé avec Power BI. Parce que quand Power BI est sorti, en fait, je ne sais pas si c'était le cas dans d'autres cabinets, j'étais jeune consultant moi, mais quand Power BI est sorti, on l'a adopté très vite, et puis on se pointait chez les clients avec un dashboard hyper bien fait alors qu'eux étaient dans Excel. Ils nous disent c'est quoi ces trucs, comment tu fais ça, et puis on a fini par finalement faire du conseil à nos clients sur comment bien construire des dashboards. On les a aidés à les construire, on a vendu des missions pour faire de la BI, etc. Et puis maintenant, ils sont autonomes. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est des trucs compliqués. C'est la structuration de la data model, etc. derrière. Donc finalement, ça a été un chemin où on a été un peu early adopter. Je pense qu'il y a un scénario où il se repasse un peu la même chose. Où quand on arrive chez les clients, et c'est en train de se passer, ils nous disent « Ah bah tiens, comment t'as sorti ça si vite ? Regarde Dust, le frame de Dust, etc. » Et ils disent « C'est quoi ce truc ?» Donc, et en fait, ils questionnent très vite et puis ils disent « Ah bah il nous faudrait un outil du genre ou comme ça, etc. » Et on se retrouve en posture de conseil de « C'est quoi la bonne plateforme ? Pourquoi tu fais ces choix-là ? Comment je développe, comment je déploie ?» Et donc, potentiellement, d'être intégrateur de Dust fait partie des discussions en ce moment pour avoir une offre de service autour de ça, mais qui est à nouveau, sans se dévoyer, très très proche des métiers qu'on sert aujourd'hui, de dire l'IA pour la supply chain, pour la logistique, pour les achats, et dans Dust ou dans une autre plateforme. Enfin, toutes les plateformes self-service se ressemblent globalement en termes de propositions fonctionnelles, donc on veut rester agnostique quand même, mais du coup, les compétences acquises par les gens sur Dust sont très transférables sur d'autres plateformes et sont très transférables à de la proposition de valeur additionnelle. Nous, c'est un peu pareil. Après, à la nuance près que tous les consultants ne sont pas forcément capables de créer des agents, mais je pense que l'analogie avec Power BI est assez juste. Tous les consultants ne sont pas non plus des cadres en Power BI. Donc, si c'est une question du client, on va l'adresser. Souvent, le client, il nous demande... alors, il y a arrivé à quelque chose et puis il nous dit c'est vachement bien, est-ce que je peux l'avoir aussi ? Mais il y a aussi... j'ai entendu dire qu'il y avait de l'IA qui se déployait un peu partout. Moi, je suis un peu en retard. Qu'est-ce que je peux faire comment je peux l'utiliser concrètement ? On a aussi beaucoup ce genre de questions et donc on part un peu avant, en fait, au cran d'avant, pour construire avec lui une forme de roadmap ou une forme de compréhension interne à l'entreprise de comment l'IA peut être utilisée dans tel ou tel processus industriel, etc. Donc il y a un peu les deux modes. Très bien, le micro est juste là. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux maximum dernières questions, parce qu'on arrive à la fin du timing? Bon, très bien. Merci beaucoup à nouveau, Xavier, Guilhem. Merci à tous aussi pour votre participation. On passe dans une autre phase de la soirée qui est plus du coup cocktail, du coup avec quelques rafraîchissements. Et on va pouvoir du coup échanger librement et profiter de la soirée ensemble. Merci encore. Merci.